On va écouter le camarade de Tarragone et surtout un meeting de combat puisque nous sommes en guerre contre le gouvernement, sa politique et donc l'Union européenne. Je fais des études. Tu fais des études et qu'est-ce que tu attends de ce meeting alors? J'attends beaucoup de bonnes choses. J'attends la rupture avec ce gouvernement et l'Union européenne. Ouais, et pourquoi qu'est-ce que ça t'amènerait à la rupture? Du boulot, ouais. Du boulot avec un salaire, avec un vrai diplôme et pas un diplôme maison. Ne pas faire la guerre, payer moins d'impôts, avoir plus d'argent et avoir des retraites. Je suis dessinateur projeteur dans un cabinet d'architecte. Ouais, et qu'est-ce que tu attends de ce meeting hein? Voilà, c'est une vaste question. J'attends pas forcément des réponses à toutes les questions que je pourrais me poser, mais c'est important aussi, je pense, de se retrouver nombreux, et ça peut clarifier pas mal de choses dans notre activité. Je suis ouvrier, Oui, en quoi? Quelle boîte? cariste, Cariste? Dans quelle boîte? Gitac Périgny. Comment ça se passe dans ta boîte? Ça se passe comme partout, hein. Mal. Le salaire, la pression. Qu'est-ce que tu attends de ce meeting là? J'attends avec impatience d'entendre ce que je ressens. Et par rapport à ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes, de ressemblances que ce que je ressens, et beaucoup de gens ressentent. Ce sont des écoles. Ouais, alors qu'est-ce que tu attends de ce meeting? Beaucoup d'informations sur la situation actuelle. Oui, et dans ton école tout va bien? Non, c'est un peu la catastrophe. C'est pas facile du tout. Notre profession s'arrange absolument pas. Nous avons plein de difficultés et il serait temps d'en tenir compte. Ouais, est-ce que la réforme des rythmes scolaires te fait peur, t'inquiète? Énormément, mais j'ai pas envie d'aller travailler un jour de plus. 4 jours, ça suffit, et un jour de plus, ça sera beaucoup trop. Mi nombre es José Antonio Iniesta, soy de UGT y militante del Partido Socialista. Vengo invitado a este meeting por compañeros que hemos participado juntos en el encuentro de sindicalistas europeos que tuvo lugar a 1 de marzo en Tarragona, donde participaron compañeros y compañeras de 12 países y de diferentes sindicatos y tendencias políticas. Una pregunta sobre unas palabras sobre la situación en España. Bueno, la situación en España podemos decir que desde el punto de vista de los trabajadores es una situación límite. La aplicación por parte del gobierno del Partido Popular de las diferentes directivas de la Unión Europea, los planes de austeridad, los planes de recorte, tienen una repercusión negativa, clara y directa sobre los derechos de los trabajadores, de la juventud y de los pueblos del Estado español. Où la quasi-totalité des écoles étaient fermées. Pour quelle raison précisément? Parce que depuis le premier jour où ce décret a été mis en œuvre, depuis le premier jour, mardi 3 septembre, où les activités périscolaires ont été introduites au cœur de l'école, c'est une véritable situation dramatique et de chaos qui est constatée jour après jour. Et j'en veux pour preuve la lettre que les directeurs d'école du 6e arrondissement de Paris, comme d'autres directeurs d'école de différents arrondissements de Paris ou dans les communes concernées, mais ces directeurs d'école ont écrit une lettre ouverte au maire de Paris, Bertrand Delanoë. Je voudrais vous en lire quelques extraits. La mise en œuvre du projet territorial, dans son incohérence, produit au quotidien ses effets dévastateurs. Monsieur le maire de Paris, vous êtes-vous rendu compte qu'il n'y a aucun jour de classe dont l'heure de sortie soit identique à celle de la veille? Nous sommes bien dans une absence totale de rythme scolaire, insupportable pour les enfants comme pour les adultes. Si le repère temporel assure à l'enfant la permanence, la régularité, la stabilité, cette arythmie radicale est donc contraire à tous les principes les plus élémentaires de la construction de l'enfant. Pour aggraver l'échec annoncé du projet territorial, vous avez fait fi de la spécificité parisienne, l'exiguïté des locaux scolaires,
Croyez-vous honnêtement que nos élèves se reposent lorsque, dans le temps de l'aménagement des rythmes scolaires, ils seront hébergés, voire parqués 1h30 dans des lieux de fortune? Avez-vous pensé à tous ces enseignants chargés de la transmission des savoirs, troublés, heurtés au fond d'eux-mêmes, lorsqu'ils doivent à la hâte quitter cette classe, leur classe, celle de leurs élèves, à 15h, la laisser à des animateurs qui, par manque d'espace, vont investir leur classe, dans leur salle de classe, dans ce même lieu où, quelques instants plus tôt, ils enseignaient. Ils s'en vont errer, on ne sait où, à la recherche d'un endroit où préparer leur classe du lendemain. Il nous semble que ce projet territorial participe à la destruction de cette fameuse clôture symbolique qui permettait encore à la classe de garder son identité. L'indifférenciation des lieux est signe de confusion pour l'enfant. Non, les activités périscolaires, malgré toute leur pertinence, la qualité qu'elles pourraient donner à voir, ne seront jamais de l'ordre des activités scolaires. Elles concernent l'enfant, pas l'élève. Elles ne sont pas de même nature, même si elles sont complémentaires. En oblitérant cette évidence, on ne peut que troubler la représentation de la classe pour l'élève et participer à sa perte d'identité. Oui, le projet territorial est générateur de confusion, de perte de repères spatio-temporels pour l'enfant, qui parfois ne comprend plus trop ce que veut dire aller à l'école. Il serait tellement facile de montrer du doigt et de porter le discrédit sur celles et ceux qui s'inquiètent aujourd'hui de tous ces bouleversements stériles. Les directeurs d'école parisiens sont bien placés pour entendre toutes les voix, de celles et ceux qui s'étonnent, qui sont troublés, heurtés et ne comprennent pas comment nous en sommes arrivés à un tel degré de non-sens. Ne pas vous le dire, ne pas vous le crier, jusqu'à ce que vous finissiez par l'entendre, serait pour nous une faute encore plus grave. Pour nous qui assurons l'éducation des enfants et en assumons la fière responsabilité. Je crois qu'il y a là, dans ce courrier et dans les témoignages dont je vous invite à prendre connaissance dans Formation ouvrière qui publie depuis la première semaine de la mise en place de ces rythmes, entre guillemets, de ces nouveaux rythmes, les témoignages des instituteurs, des parents d'élèves qui constatent le chaos que sème ce décret. On a là toute la résistance qui s'exprime et les témoignages concordent dans toute la France. On a eu des premières informations sur la façon dont ça se produit dans les quelques communes du Rhône qui appliquent ce décret à Saint-Fond, à Fézin. Évidemment, la situation est de la même nature. Mais effectivement, il y a cette résistance qui s'exprime. Et à Paris, comme vous l'avez vu avec la grève qui s'est déroulée à Aubervilliers, où des centaines d'enseignants et de parents d'élèves sont allés voir le maire pour dire, sans attendre immédiatement, suspendez l'application de ce décret dont nous demandons l'abrogation. À Paris aussi, les enseignants sont appelés à se réunir par leurs syndicats, SNUPP, FSU, SNUDIFO, Sud Éducation, CGT Éducation, CNT, en assemblée générale le 8 octobre. Et je sais qu'ici aussi, des discussions se mènent, comme l'ont rapporté des camarades enseignants du premier degré, pour aller dire au maire, à commencer par Gérard Collomb, dont l'adjoint à l'éducation, Yves Fournel, a été un des plus fervents défenseurs de cette réforme, même s'ils ont dû reculer face à la grève qui était de plus de 80% des personnels le 12 février dernier à Lyon. Et donc discussion qui se mènent pour aller leur dire regardez ce qui se passe, entendez le signal d'alarme qui est tiré, stoppez la mise en œuvre de ce décret. Oui, le ministre il doit abroger son décret et à poursuivre sa mise en œuvre, les élus qui ont décidé de le faire se rendraient complices de la véritable opération de destruction de l'école de la République à laquelle nous observons et qui au-delà constitue même une mise en danger des enfants, puisque vous avez sûrement entendu ces témoignages où on constatait que des enfants de 3 ans ou 4 ans se retrouvaient dans la rue tout simplement parce que c'est un tel chaos dans l'organisation que plus personne sait qui rentre et sort de l'école, y compris les enfants ou qui s'en occupent. Je pense que cette effervescence dont je parlais au début, elle est un aspect de la situation dans le pays, mais elle est tout à fait révélatrice de ce qui se passe dans de nombreux secteurs et dans la société de ce pays plus généralement. Et j'en veux pour preuve aussi un autre aspect qu'on a très largement discuté dans les derniers mois ici à Lyon et plus largement dans le département, c'est justement la perspective de la disparition du département du Rhône. Vous savez peut-être que hier le Sénat, puisqu'il est en cours d'examen en deuxième lecture du projet de loi
de décentralisation, a voté, quasiment conforme au vote en première lecture à l'Assemblée, tous les chapitres qui concernent la création de la métropole de Lyon. Métropole de Lyon qui a été conçue par Michel Mercier, président du département du Rhône, du Conseil général du département du Rhône, et Gérard Collomb, sénateur maire PS, président du Grand Lyon. Ça a été conçu dans le consensus, d'une certaine manière, le fait que ça soit voté conforme en deuxième lecture au Sénat semble indiquer que ce consensus se poursuit pour ce qui est de la métropole du Rhône, même si il n'a pas échappé non plus que autour de la question du Grand Paris, par exemple, ou de la création du Haut Conseil des territoires, sur lequel, par exemple, le gouvernement a insisté pour qu'il soit maintenu et que le Sénat a décidé de le retoquer pour une deuxième fois. La crise que l'on connaît en lien avec la remise en cause de toute la liberté de l'administration communale se poursuit. Néanmoins, ce projet semble avancer. Mais là aussi, la résistance monte et le dernier mot n'a pas été dit. Tout simplement parce que les conséquences pratiques de la mise en place de cette métropole commencent à se faire jour. Par exemple, le département a commencé à mettre en œuvre la suppression des 2/3 des maisons du Rhône, dans lesquelles sont assurées les compétences du département, en particulier en matière sociale. Et donc, il a commencé à mettre en œuvre son projet de passage de 54 à 17 maisons du Rhône. Sur un autre aspect, je reviens là aussi dans l'éducation nationale, mais c'est directement lié à la mise en place de la métropole. Depuis 2 semaines maintenant, se développe une bataille acharnée des personnels des centres d'information et d'orientation qui, en lien avec les établissements scolaires, assurent le service public d'orientation en direction des élèves et des jeunes dans ce pays. Service public qui reste national, malgré toutes les tentatives jusqu'à maintenant de le décentraliser. Pourquoi il y a une bataille? Tout simplement parce que le Conseil général, qui doit donner les clés de toutes ses compétences à Gérard Collomb au 1er janvier 2015 si la métropole se fait, a décidé de faire place nette avant et de se débarrasser des 5 centres d'information et d'orientation dont il avait la gestion, les locaux, les frais de fonctionnement, avant le 1er janvier 2014. Et donc ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce que sur les 12 centres d'information et d'orientation répartis sur l'agglomération lyonnaise, la moitié devrait disparaître d'après le projet présenté par la rectrice de l'Académie de Lyon en concertation donc en prenant en compte la décision du Conseil général. Cela, les personnels ne l'acceptent pas. Lorsque cette possibilité a été évoquée, il y a eu une grève qui a été convoquée et le 20 juin dernier, ils étaient plus des 2/3 à être en grève. La majeure partie des centres étaient fermés. Et de nouveau, depuis que le projet a été confirmé, l'unité s'est réalisée de leurs organisations syndicales, CGT, FO et FSU, pour exiger le maintien des centres et que si le département ne voulait pas revenir en arrière sur la décision de supprimer le financement de ces centres, eh bien, il fallait que l'État, qui est responsable du service public national d'orientation, continue à assumer cette responsabilité et donc que ces centres deviennent des centres d'État. Cette résistance d'ailleurs va se traduire par le fait qu'il y a un rassemblement qui sera convoqué devant l'inspection académique lundi soir prochain. Et c'est là un aspect très particulier des conséquences qu'il y a sur la métropole, mais encore une fois, là non plus, le dernier mot n'a pas été dit sur le projet métropole en lui-même. Vous savez peut-être qu'il y a eu des prises de position, notamment dans les organisations syndicales que je viens de citer, plus largement. L'Union départementale Force ouvrière s'est positionnée depuis plusieurs mois pour l'abandon de ce projet. La FSU au niveau du Rhône en a fait de même. Et cet été, la CGT au niveau départemental s'est adressée aux sénateurs et aux députés pour leur demander de ne pas adopter la loi qui crée la métropole. Donc je crois que dans la situation que nous avons aujourd'hui, Lionel a parlé du 15 octobre, je pense que oui, il y a une issue qui est possible. L'issue, elle est ouverte par la résistance qui se traduit par l'unité des organisations syndicales sur la revendication des personnels. La invitación a este acto
de los organizadores de la mesa y a todos ustedes la asistencia al mismo. Je veux d'abord vous remercier pour votre invitation à ce meeting et je vous salue au nom de, évidemment, des camarades en Espagne. Sí. Bueno, yo creo que para entender la situación en España haría falta hacer una breve introducción de cómo hemos llegado a la situación que estamos. Pour comprendre la situation en Espagne, il faut d'abord faire une brève introduction pour exposer comment on est arrivé là. Los trabajadores, la juventud en el Estado español está en una situación límite. Y a ello no hemos llegado de golpe. Con el gobierno de Aznar, cuando este franquista nos metió en la guerra de Irak en contra de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo español, lorsque le gouvernement de Aznar, qui continuait la tradition franquiste de soumission à l'impérialisme américain, a conduit le peuple espagnol dans la guerre en Irak contre sa volonté et sa tradition, en quelque sorte contre la guerre. El secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, cogió un compromiso. Si gano las próximas elecciones, retiro las tropas españolas de Irak. À ce moment-là, devant tout le pays, José Luis Zapatero, qui était le secrétaire général du PSOE, a pris un engagement. Si nous gagnons les prochaines élections, a-t-il dit, je retirerai les troupes espagnoles d'Irak. Fue empujado con la inmensa manifestaciones que cada día se realizaban en todas las provincias del Estado español contra la guerra, que Rodríguez Zapatero rompió, se enfrentó con el imperialismo americano y cumplió la promesa de traerse las tropas españolas de Irak. Confronté aux immenses manifestations qui dans tout le pays se levèrent contre la guerre, Zapatero fut obligé bien évidemment de réaliser son engagement et effectivement il a retiré les troupes espagnoles d'Irak. Esto creó confianza entre los trabajadores y la juventud de los pueblos de España. Ça a créé bien évidemment une confiance à ce moment-là entre les travailleurs et la jeunesse espagnole en Zapatero, puisqu'il avait rempli son engagement. En el segundo mandato, cuando transcurrieron esos 4 años, se presentó con otro compromiso. À la fin de son premier mandat, 4 ans après, lorsque les 4 années se sont écoulées, il s'est présenté avec un autre engagement que la première fois lorsqu'il a été triomphalement élu. La crisis que no han provocado ni los trabajadores ni las jóvenes no la van a pegar los más pobres. Cet engagement, c'était que la crise que n'ont provoqué ni les travailleurs ni les jeunes, donc les travailleurs et les jeunes ne sont pas responsables, ce n'est pas aux travailleurs et aux jeunes de la payer. Y volvió a ganar las elecciones. Et sur cette base-là, il a recommencé, bien évidemment, à gagner les élections. Cuando ganó las elecciones, entre los grupos de militantes socialistas y votantes, sin ser militantes socialistas, que se ponían en la sede del partido, los jóvenes le gritaron: Zapatero, no nos falles. Quand
quand il a gagné les élections, il y a eu des rassemblements dans tout le pays, des rassemblements puissants de travailleurs, de jeunes, qui criaient Zapatero ne nous trahit pas. Evidentemente era un grito de advertencia. C'était un avertissement. Después, cuando llegó la crisis, Zapatero se reunía con los delegados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Comisión Económica Europea, para ver cómo aplicaba los recortes. Mais lorsque la crise eut lieu, la crise du système capitaliste, Zapatero s'est réuni avec la Troïka, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, pour voir comment et quelles mesures ils allaient prendre pour surmonter la crise. C'est-à-dire appliquer les coupes, les ajustements structurels que réclamait la Troïka. Después de una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Obama, Zapatero se dirige a la nación y dice que cueste lo que cueste, aplicaría las directivas europeas, aplicaría las directrices que estaban marcando el Fondo Monetario Internacional y la Troika. Après une entrevue téléphonique qu'il a eue avec Obama, Zapatero a fait une conférence de presse à la Nation. Il s'est dirigé vers la Nation, par la télévision, et il leur a dit écoutez, nous sommes en crise, et quel qu'en soit le coût, j'appliquerai les mesures pour sortir de la crise, c'est-à-dire j'appliquerai les mesures que lui réclamait la Troïka. Zapatero había fallado. Zapatero la distancia entre la representación, entre el compromiso que había cogido con el pueblo, cada vez era más grande. Zapatero a trahi, la distance qu'il a pris avec ses engagements, la distance qu'il a pris avec le compromis qu'il avait passé avec le peuple, chaque jour qui passait était de plus en plus grand. Et s'est créé une brèche. Y empieza la primera reforma laboral, que significaba pérdida de derechos, que significaba más facilidad para el despido, que significaba también introducir reformas en las pensiones que hacía perder poder adquisitivo para los jubilados y los pensionistas. Et il a introduit sa première réforme du Code du travail qui avait pour objectif à la fois de faciliter les licenciements, mais aussi de réformer les retraites, et qui s'est traduite pour les pensionnés par des baisses importantes du taux de leur pension et par la perte importante de leurs droits. Empezaba a elaborar presupuestos, naturalmente supervisados por los hombres de negro, que significaban recortes para la administración pública, que significaban recortes salariales para los trabajadores funcionarios, que significaban recortes para la escuela y la sanidad pública. Le budget de l'État qui était supervisé par les hommes noirs, c'est la Troïka, hein, c'est le nom qu'on leur a donné là-bas, dans la péninsule ibérique, aussi bien en Espagne qu'au Portugal. Donc le budget qui était donc supervisé par les hommes noirs signifiait coupe pour les hôpitaux, coupe pour les écoles, coupe pour tous les services publics et diminution importante de tous ces services publics. Esto provocó la primera huelga general como respuesta unitaria de todos los sindicatos y de la mayoría de los trabajadores y la juventud. Et ce fut la première grève générale de tous les syndicats dans l'unité, avec l'écrasante majorité de la participation de la classe ouvrière et de la jeunesse. Así preparaba y facilitaba Rodríguez Zapatero la victoria del Partido Popular, partido que es un conglomerado de fuerzas franquistas y reaccionarias. En agissant ainsi, le gouvernement Zapatero et Rapatero ont facilité et provoqué
ce qui, sur le plan électoral, était inéluctable, c'est-à-dire la victoire du parti dit populaire, le parti de Rajoy, qui est un parti franquiste, qui est un parti où se retrouvent les nostalgiques du franquisme et toutes les forces réactionnaires du pays. Pero que nadie se equivoque. Los trabajadores y la juventud del pueblo español no son de derechas. El Partido Popular gana las elecciones solamente con 400.000 votos más de los que había sacado en las anteriores, mientras que el Partido Socialista las pierde con más de 2 millones de votos menos. Mais ne vous trompez pas, ne vous laissez pas abuser par le résultat. Le résultat, c'est que le Parti populaire a seulement 400 000 voix de plus dans tout le pays que la fois précédente où il avait très largement perdu les élections. Il a seulement 400 000 voix de plus, oui, mais le Parti socialiste a 2 millions à 2,5 millions de voix de moins. C'est donc le Parti socialiste qui perd les élections. Con la llegada del PP al poder, las agresiones se acrecientan. Prepara nuevas reformas laborales, prepara nuevos recortes para la sanidad y para la enseñanza, prepara el camino hacia la privatización total. Avec l'arrivée au pouvoir du PP, bien évidemment, les agressions, les mesures, les contre-réformes vont crescendo. Donc c'est toujours plus de coupes, aussi bien dans le secteur sanitaire que dans le secteur de l'enseignement, dans tous les services publics, et bien sûr une nouvelle réforme du Code du travail qui implique la facilité pour les licenciements et la remise en cause toujours du système de sécurité sociale, c'est-à-dire du système des pensions. En los 2 años que lleva el Partido Popular en el gobierno, ha habido ya 2 huelgas generales. Depuis 2 ans que le Parti populaire est au pouvoir, il y a eu à nouveau une deuxième puis une troisième grève générale. Estamos en una época en que no ha habido más movilizaciones y más manifestaciones desde la muerte de Franco. Nous vivons la période en Espagne qui voit les plus grandes mobilisations qu'il n'y a jamais eu depuis la mort de Franco, depuis 1975. Les plus grandes mobilisations. En nuestro país hay ya más de 6 millones de parados. C'est un pays qui compte plus de 6 millions de chômeurs. Se están cerrando plantas enteras de hospitales. Les hôpitaux entiers ferment. Las escuelas públicas están quitando líneas y reduciendo maestros en ellas. Les écoles publiques voient leurs classes et leurs maîtres, bien évidemment, tout ça va avec, diminuer de manière drastique. Las becas de comedores se están limitando y cada vez el porcentaje de niños desnutridos, con falta de alimentación, es mayor. Dans les cantines scolaires, les coupes pour le financement de ces cantines scolaires va en diminuant et il y a des taux de dénutrition parmi les enfants records, comme il n'y a jamais eu, comme ils n'en avaient pas connu depuis la mort de Franco. Hay una situación realmente límite e insostenible para la clase obrera y para la juventud en nuestro país. La situation est réellement à la limite de l'insoutenable pour la classe ouvrière et la jeunesse en Espagne. Sin embargo, este gobierno que está aplicando estas medidas tan duras, tan catastróficas, es tremendamente débil. Está salpicado por todo tipo de corruptelas. El propio presidente del gobierno, más de un ministro de su gabinete están implicados en fraudes fiscales, en pagos indebidos, en toda una trama de corrupción de su propio partido, con el tesorero del mismo en prisión. Bien.
Mais paradoxalement, ce gouvernement qui prend ces mesures si dures contre la classe ouvrière, qui n'ont jamais été prises jusqu'à présent, ce gouvernement n'a jamais été aussi faible. C'est un gouvernement qui est totalement corrompu jusqu'à la dernière moelle de ses os, corrompu au point que le propre président du gouvernement, Rajoy, est évidemment mis en examen, que le trésorier, le propre trésorier du Parti populaire, lui, il n'est même pas mis en examen, il est mis en prison. Et comme ça suit toute une série de ministres qui sont en attente soit de la prison, soit de je ne sais pas quoi, un gouvernement extrêmement faible. La propia Casa Real está en su mayor índice de desprestigio y de falta de credibilidad. El yerno mismo del rey está con no sé cuántos juicios pendientes por utilización de fondos públicos y malversación de bienes. La propre maison royale est elle-même à son plus haut degré de, comment dirais-je, de déconfiance de la population. Hein, avec le beau-fils du roi, le gendre du roi, donc, qui lui-même n'attend plus qu'une seule chose, le jour où il va devoir rejoindre la prison, parce qu'il a une série de gamelles au cul, qui, de toute façon, il sait qu'il va terminer en prison, c'est comme ça. Nos preguntaremos cómo es posible que un gobierno así se mantenga todavía en el poder. ¿Cómo es posible que un gobierno en esta situación, en una situación de crisis total del aparato de Estado, este gobierno no haya dimitido, no haya caído? Et bien sûr, vous vous poserez la question légitime, qui est de savoir, mais comment est-il possible qu'un gouvernement aussi faible, avec un tel degré de crise et de pourriture jamais atteint, comment est-il possible que ce gouvernement ne soit toujours pas démis et soit toujours en place? Comment cette contradiction est-elle possible? Porque en la medida en que las encuestas van dando que este gobierno pierde credibilidad, en el mismo porcentaje va perdiendo credibilidad el Partido Socialista que está en la oposición. Et les instituts de sondage, tous les jours, publient des résultats qui montrent que ce gouvernement perd une crédibilité, qui n'a quasiment plus aucune crédibilité, des chiffres extrêmement bas. Oui, mais le principal parti de l'opposition, le PSOE, dans ces mêmes sondages, perd lui aussi totalement toute crédibilité et au plus bas dans les sondages. Porque en vez de ofrecer alternativas, en vez de oponerse frontalmente contra los recortes y los planes de austeridad que dicta y ordena la Unión Europea, el dirigente Rubalcaba no hace nada más que proponerle pactos y consensos para hacer posible su continuidad. Parce que, au lieu de proposer une alternative au pays, au lieu de s'opposer à toutes les mesures des hommes en noir, de la Troïka, des mesures de l'Union européenne sur les coupes, etc., Rubalcaba, qui est le secrétaire général du PSOE, multiplie les offres de services au gouvernement de Rajoy par le biais des pactes et des consensus dont il fait chaque jour offrande. Pero nuestros dirigentes sindicales, que han obtenido un respaldo mayoritario de la clase obrera de nuestro país, después de cada huelga, después de cada movilización, lo único que han planteado a modo de rogatorio es un nuevo pacto social, un nuevo consenso, una nueva vía para la concertación. Mais les dirigeants des organisations syndicales qui ont eu, à l'occasion des 3 grèves générales, l'appui majoritaire
de la population, de la classe ouvrière en Espagne, etc. La seule proposition qu'ils ont fait à chaque fois, après chaque grève générale, c'est de dire au gouvernement, assis-toi à la table des négociations pour négocier, faisons un nouveau pacte social. Compañeros y compañeras, el pacto social no es la alternativa. No podemos confundir lo que es el pacto social con la negociación colectiva. El pacto social significa la participación, la corresponsabilidad de las organizaciones sindicales, de los representantes de los trabajadores, para aplicar los planes de las multinacionales, para aplicar los planes de la Troika y de la Unión Europea. Y eso nosotros lo tenemos que rechazar contundentemente. Bien évidemment, camarades, nous ne devons pas confondre le pacte social et la négociation collective. Ça n'a rien à voir. Le pacte social, c'est la participation. C'est l'alliance et c'est la soumission des organisations syndicales aux mesures des multinationales, aux mesures des hommes en noir, de la Troïka, de l'Union européenne, qui sont la cause de tous les malheurs et que, bien évidemment, nous combattons chaque jour. Por el contrario, la negociación colectiva es la negociación de nuestros representantes para conseguir las mejoras salariales, las mejoras en las condiciones de trabajo y seguir profundizando en el avance de nuestros derechos para conseguir una vida mejor y más digna. À l'inverse, les négociations collectives, c'est la négociation de nos représentants pour améliorer nos conditions de vie et de travail, pour améliorer nos salaires, pour améliorer le code du travail, pour améliorer le code des pensions, pour satisfaire toutes les revendications qui permettraient à la classe ouvrière de vivre dignement et dans de meilleures conditions qu'elle ne le fait actuellement. Bien, nos quieren vender dos cosas, o tres, o no sé cuántas en realidad, pero tratan incluso de culpabilizarnos a nosotros de que esta situación es de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ils veulent nous vendre deux, trois choses, je ne sais pas combien d'ailleurs, mais deux, trois choses, mais qui on peut résumer dans cette formule simple. Jusqu'à présent, nous aurions vécu au-dessus de nos possibilités. No sé quién ha vivido, los de mi generación, trabajamos, yo empecé a trabajar con 13 años y desde luego tengo una casa y a malas penas para vivir. Por lo tanto, por encima de mis posibilidades no he vivido nunca. Y como yo, millones de trabajadores y millones de jóvenes que se les niega incluso la posibilidad de vivir como yo he podido vivir, que no me ha faltado el trabajo. Y el trabajo se le está negando hoy a un 50% de la juventud en nuestro país. La réalité, bien évidemment, c'est que moi je ne sais même pas ce que ça veut dire vivre au-dessus de ses moyens. J'ai commencé à travailler à 13 ans. Effectivement, il m'a jamais, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu du travail. Donc la seule chose que j'aurais eu au-dessus de mes moyens, c'est-à-dire c'est du travail. Et c'est effectivement ça qui refuse à 50% des jeunes espagnols, puisqu'aujourd'hui 50% des jeunes espagnols n'ont plus aucun travail. Se nos dice también en las movilizaciones que las huelgas no sirven para nada. A los trabajadores nadie nos ha regalado nada. Todo lo hemos conseguido con nuestras luchas, con nuestras organizaciones, con nuestro combate, incluso con la vida de muchos compañeros y compañeras nuestros. On nous dit aussi qu'on aura beau faire des grèves, des luttes, tout ça ne servira à rien. Ceci est faux. Nous, la classe ouvrière, tout ce qu'on a gagné avec nos organisations, nos luttes, nos combats, et y compris en Espagne, en laissant la vie de plusieurs camarades en route, sur la route pendant ces combats. Es verdad que con la dispersión de huelgas que hay desmoralización, o puede correr la desmoralización, la falta de credibilidad en que eso sirva para algo, pero incluso así están sirviendo. Mirad,
una de las mayores ofensivas que hay por la privatización de la sanidad pública se está haciendo en Madrid. Alors, il est vrai que la multitude de grèves, de journées d'action, de tout ça peut entraîner la démoralisation, puisque il y a ces grèves et en apparence, si vous voulez, tout contenu de tomber. Et on pourrait croire que tout ceci ne sert à rien. Mais même ça, ça sert à quelque chose. Et j'en veux pour preuve que l'une des principales formes de l'offensive sur le thème de la privatisation, c'est la questionnalité des hôpitaux de Madrid. Enfin, le gouvernement de Madrid a décidé que la totalité des hôpitaux de Madrid devait être privatisée. Los trabajadores del sector llevan meses en movilización. Les travailleurs hospitaliers sont mobilisés contre cette mesure depuis des mois et des mois. Pues bien, las empresas, las multinacionales que optaban a comprar la sanidad pública, los hospitales que querían privatizar, están planteando retirarse de hacer esa oferta porque no se atreven a invertir ese dinero por el nivel de conflictividad que hay en el sector. Es decir, incluso en las peores condiciones y de la peor manera, las multinacionales se están retirando de comprar esos hospitales por temor a la movilización que están teniendo los trabajadores de ese sector. Luego, esa movilización está impidiendo a día de hoy que las privatizaciones se lleven a cabo. Luego sí que vale la movilización, sí que es útil, sí que puede parar estos planes que tiene la Unión Europea y los gobiernos nacionales. Eh bien, dans ce secteur, bien évidemment, la résistance de la classe ouvrière depuis des mois et des mois aboutit à une situation que lorsque vous privatisez les hôpitaux, il faut que des compagnies, des multinationales, les générales de santé et autres Capio d'Espagne, rachètent les 10 hôpitaux. Et bien évidemment, ils s'étaient portés volontaires pour prendre les 10 hôpitaux pour les racheter. Mais actuellement, ces multinationales ont fait savoir qu'elles renonçaient à racheter les 10 hôpitaux. Elles renoncent à racheter les hôpitaux ces hôpitaux publics parce qu'elles estiment que l'argent qu'ils devraient investir pour ce rachat serait en danger compte tenu du niveau de réactivité et du niveau de conflictualité que les personnels hospitaliers mènent depuis des mois et des mois en résistance à ces privatisations, et elles préfèrent à cette étape-là renoncer. Alors même dans les pires conditions, même dans ces conditions-là, vous voyez bien que les mobilisations, elles ont un effet au bout du compte, parce que pour le moment, bien que ça ait commencé en décembre 2011, pour le moment, et bien que c'était annoncé, ça devait se faire dans le mois, pour le moment, aucun hôpital de Madrid n'a été racheté par aucune compagnie de Madrid. Bien, en esta situación que he tratado de describir sucintamente, ocurre que el 11 de septiembre en Cataluña más de 1,5 millones de personas se movilizan, se manifiestan porque reclaman el derecho de la nación catalana a la autodeterminación. Reclaman el derecho de un pueblo a decidir. Eh bien, dans cette situation sociale que j'ai résumée de manière succincte, le 11 septembre en Catalogne, 1 500 000 se sont levés dans une manifestation pour réclamer le droit à l'autodétermination de la Catalogne, le droit à un peuple de décider. Es decir, en el Estado español, de un lado, los trabajadores y la juventud enfrentados a los planes de la Unión Europea, a los planes de austeridad del gobierno, a los recortes que nos quieren imponer, y de otro lado, los pueblos que reclaman un derecho democrático a decidir su propio destino.
Dans l'État espagnol, aujourd'hui, vous avez d'un côté la classe ouvrière, la jeunesse, qui est confrontée à tous les plans d'ajustement structurel, aux mesures de coupes budgétaires, etc. Et vous avez de l'autre les peuples de l'État espagnol qui réclament le droit de décider pour eux-mêmes, le droit à l'autodétermination. Es una situación que solo puede tener una salida democrática, una salida que signifique hacer retroceder esos planes, una salida que signifique dar la palabra a los pueblos para que decidan su destino. C'est une situation qui ne peut avoir qu'une seule issue, une issue démocratique. Une issue démocratique qui fasse triompher la démocratie, c'est-à-dire le retrait de toutes les mesures, les plans d'ajustement d'un côté, et permettre au peuple de décider de leur propre destin. Y esa salida solo lo podemos dar en unidad los trabajadores de los distintos pueblos, no solo de España, sino también de Europa, en unidad para defender las conquistas democráticas y en unidad para defender sociales. Porque no habrá derechos sociales sin derechos nacionales y no habrá derechos nacionales sin derechos sociales. Et cette issue, seule l'unité des peuples, bien sûr dans un premier temps, des peuples d'Espagne, mais aussi des peuples de toute l'Europe, peut l'ouvrir. Elle peut l'ouvrir parce que elle est la seule à pouvoir satisfaire les revendications tant sur le plan social que sur le plan national. Parce qu'il n'y aura pas de droits sociaux sans permettre que les peuples puissent déterminer leur propre destin. Et les peuples ne pourront pas déterminer leur propre destin sans que les revendications sociales soient satisfaites. En ese sentido, compañeros y compañeras, yo creo que la conferencia de Tarragona fue un hecho importante y tiene que ser una referencia para todos nosotros. De ce point de vue, la conférence de Tarragone a été une étape importante et est pour nous tous une référence. En ese sentido, tenemos y nos quedan muchas cosas por hacer juntos. Esto no es una batalla que vayamos a ganar los trabajadores o la clase obrera de Francia por un lado, la Alemania por otro o España por otro. Tenemos que buscar los mecanismos que nos hagan unir esas fuerzas, que nos hagan actuar con un mismo objetivo, que nos hagan construir con nuestras organizaciones nuevas alternativas que den una salida en positivo a esta situación. Dans cette situation, camarades, il n'y aura pas d'un côté la victoire des peuples d'Espagne ou la victoire du peuple français ou la victoire du peuple allemand. Il nous faut trouver les mécanismes qui nous permettront d'unir ces initiatives, d'unir ces forces en mouvement, d'unir nos organisations pour aider à ouvrir une issue, pour aider à surmonter les obstacles et permettre la satisfaction des revendications. Nosotros desde Cataluña hemos enviado un comunicado a todos los trabajadores, a todos los sindicalistas del Estado español. Me voy a permitir leer algunos extractos del... Alors, depuis la Catalogne, une rencontre de syndicalistes catalans a envoyé une lettre à tous les militants, et principalement les militants syndicalistes, de tous les peuples de l'État espagnol. Il va lire ici quelques extraits de la dite lettre. Dice: nosotros, trabajadores del pueblo de Cataluña, igual que los trabajadores y pueblos del Estado español y de Europa, necesitamos la soberanía para poder luchar contra las imposiciones de la Troika, asumidas dócilmente por todos los gobiernos sin excepción. Ahora, el gobierno de Rajoy, que a las órdenes del capital internacional golpea a todos los pueblos del Estado español,
destruyendo las bases económicas y sociales comunes, se cubre con la bandera para escarnecer y despreciar las exigencias del pueblo de Cataluña, a decidir cómo defender el derecho de los pueblos elegidos para consultar, de sus representantes elegidos para consultarlos. Quieren enfrentar por su parte. Catalán, que te damos los huevos. C'est pas légal. Non, s'il te plaît. Non. Je suis ici dans un meeting, tout à l'heure il y en a un. Si, Lionel, on va parler de ça, catalan. Si. Camarade, s'il te plaît, tu pourras prendre tout à l'heure la parole, mais maintenant tu laisses les gens parler. Tu comprends? Ou sinon, tu vas parler ailleurs. Bien. De ce point de vue, donc je traduis, camarade, mais vous avez compris que c'est une longue phrase, qui en clair dit la chose suivante, que actuellement, il y a tentative de la part du gouvernement Rajoy d'opposer les intérêts de la classe ouvrière des différents peuples d'Espagne, et notamment du peuple catalan, en niant son droit à l'autodétermination, son droit de décider de son propre avenir tout seul, au nom de la fameuse unité de l'État espagnol, qui est l'unité de l'État franquista. Desde el gobierno de Cataluña intentan confundir y dividir. Quieren presentar a los demás trabajadores del pueblo español como si fueran responsables de las políticas antisociales y reaccionarias aplicadas por el gobierno de Rajoy. Depuis leur tentative consiste à présenter les mesures prises, parce que les mesures sont prises dans le cadre de l'autonomie, sont prises par le gouvernement catalan en Catalogne, de ce point de vue, hein, comme par le gouvernement d'Andalousie en Andalousie, et ainsi de suite. De présenter ces mesures, bien évidemment, comme étant indépendantes de la politique générale des hommes en noir de la Troïka et de Rajoy. Y para desviar la revuelta del pueblo proponen cambiar la sumisión a la Unión Europea a través del Estado español por una sumisión directa en las condiciones que la Unión Europea decida, anulando las conquistas que juntos hemos conseguido en todo el Estado español. Dès lors, le gouvernement catalan propose d'échanger la soumission du gouvernement Rajoy directement à l'Union européenne par une soumission directe, en quelque sorte un lien direct entre le gouvernement catalan et l'Union européenne, mais dans le cadre de la remise en cause de toutes les conquêtes que la classe ouvrière, aussi bien en Catalogne comme dans le reste du territoire, avait arrachées ces dernières années. Desde Cataluña decimos, es mentira. El enemigo del pueblo de Cataluña es la Troika y los gobiernos de Mas y de Rajoy, que aplican su política de miseria, y nuestros aliados son los trabajadores y los pueblos del Estado español que sufren y padecen como nosotros las mismas políticas. Depuis la Catalogne, nous disons et nous affirmons cette politique catalaniste est mensongère. Les mesures dont souffrent les travailleurs en Catalogne sont les mêmes mesures qui frappent tous les peuples de l'État espagnol, et la soumission du gouvernement Rajoy comme du gouvernement Mas. Mas, c'est le président de la Generalitat de Catalunya, hein, c'est le président du gouvernement de la Catalogne. Les mesures du gouvernement Mas comme du gouvernement Rajoy sont des mesures prises en soumission a la Troika, a l'Unión Europea. Afirmamos que hoy, más que nunca, hace falta la unidad de los trabajadores y los pueblos para derrotar la política de sumisión al capital internacional y abrir así el camino a la auténtica soberanía de todos. Pero el fundamento más firme de la unidad es la democracia. Los pueblos del Estado español no podrán
liberarse del yugo de la Troika si no defienden el derecho del pueblo catalán a decidir por sí mismo. Après avoir réaffirmé que les revendications qui sont défendues par le peuple catalan sont les mêmes que celles de tous les peuples de l'État espagnol, les syndicalistes qui lancent cet appel à tous les syndicalistes d'Espagne affirment qu'il ne pourra pas y avoir un seul peuple qui satisfera ces revendications si tous les peuples ne s'unissent pas pour reconnaître le droit de ce peuple à déterminer lui-même son propre sort. C'est le lien indéfectible entre les revendications sociales et la revendication nationale. Bien, la situación que hay de debilidad es que tanto el gobierno de Rajoy de Madrid como el gobierno de Mas tratan de dividir a los trabajadores del Estado español. Bien. Nosotros afirmamos, en el Estado español hay una única clase obrera. La situation, donc cette situation de crise extrêmement importante, de crise et où il y a un gouvernement aussi fragile, bien évidemment, la politique tant du gouvernement catalaniste, vous comprenez bien, le gouvernement catalaniste est de gauche, hein, et la politique du gouvernement de Rajoy, Parti populaire de droite, est la même politique, une politique qui vise à régler, à faire que les peuples espagnols s'affrontent entre eux, parce que le régime est si faible que, bien évidemment, il ne peut continuer à exister que par la division des peuples et tenter de les faire s'affronter les uns aux autres. Et bien évidemment, nier dans ce cadre-là le droit du peuple catalan à décider de son propre sort revient à donner un coup de main à Mas, à Rajoy et à la Troika dans cette politique de division des peuples. Evidentemente, como es nuestra tradición y nuestra historia, lo que hemos conquistado juntos lo vamos a defender juntos. Comme c'est notre tradition et notre histoire, ce que nous avons conquis ensemble, tous les peuples espagnols, nous allons le défendre ensemble, tous les peuples de l'État espagnol. De esta manera, igual que hemos hecho este llamamiento a la unidad, hacemos también llamamiento a la unidad para hacer frente a los nuevos recortes de las pensiones que nos quieren hacer. De la misma manera, estamos dispuestos y trabajando con los compañeros y las compañeras que asistieron a Tarragona para emprender las acciones, para tomar compromisos juntos y llevar hasta el final el combate para la unión libre de pueblos libres de toda Europa. Muchas gracias y salud para todos, compañeros. Alors, je traduis la dernière phrase quand même. De la même façon que nous avons mené le combat pour l'unité contre les coupes et contre la réforme du Code du travail, nous menons aujourd'hui le même combat pour l'unité contre la division des peuples qui est menée. Et dans le cadre des initiateurs de la conférence de Tarragone, nous mènerons jusqu'au bout, dans toute l'Espagne, le combat pour cette union libre des peuples d'Europe, pour en finir avec la Troïka, pour en finir avec toute cette mesure de misère contre capitalisme. De ce que viennent de dire les camarades, encore rien n'est joué, tout est possible et qu'on peut aider à mettre un coup d'arrêt aux attaques des patrons aidés par le gouvernement, les gouvernements successifs. On avait le gouvernement de droite Sarkozy et maintenant on a le gouvernement Hollande-Hérault qui poursuit et aggrave la politique de Sarkozy. Alors moi je travaille dans une petite entreprise qui pour l'instant ne connaît pas la crise, puisque nous on a le privilège d'être passé de 63 personnes à 90 personnes, donc ça embauche. En l'espace d'un an et demi, on a été racheté par un groupe français, donc on se disait tout va bien. La société investit, la société embauche,
on a une progression du chiffre d'affaires. Et puis au mois de juin, tout d'un coup, les patrons nous ont convoqués pour nous dire qu'on avait un trou dans la trésorerie et qu'il fallait tout abandonner notre statut social. Donc qu'il fallait abandonner les primes pour les médailles, qu'il fallait abandonner un certain nombre de pourcentages liés à la prime d'ancienneté, qu'il fallait abandonner une partie du budget du CE, qu'il fallait abandonner 12 RTT. Alors, ils ont écrit tout ça, hein, avec un calendrier, hein, et un calendrier très très précis, hein, ça devait commencer au mois de juillet. Ils devaient nous sucrer une partie de nos acquis. Ensuite, dès le mois de septembre, nous sucrer les 12 RTT, et ainsi de suite, et d'ici à la fin de l'année, remettre en cause la quasi-totalité de notre statut. Donc, immédiatement, nous, on s'est réunis avec notre organisation syndicale, et on a proposé une assemblée générale au personnel. Tout le personnel était présent, pratiquement. Et bon, on a proposé la grève, donc ça n'a pas marché la première fois, puisqu'ils ont dit, bon, il y a un trou dans la trésorerie, donc il faut qu'on sache d'où ça vient. Donc on a voté pour une expertise financière, pour y voir plus clair. Et entre-temps, donc, on a utilisé tous les droits des travailleurs, c'est-à-dire on est allé chercher l'inspection du travail pour savoir s'ils avaient le droit de le faire tel qu'ils ont le droit. Enfin, on a mis tout en place pour essayer de faire reculer le patron. Et donc, au 1er juillet, il ne s'est rien passé. Et il n'a fait aucune mesure concrète contre nous. On s'est dit, bon, on va arriver en septembre, donc on est parti en vacances la boule au ventre. On s'est dit avant de partir, bon, mais de toute façon, on ne les laissera pas faire. On a eu une réunion en septembre à nouveau avec le patron, il a dit, on va continuer comme ça. Bon, en septembre, bon, c'est pas possible de vous enlever les 12 RTT, mais au 1er octobre, ce sera fait. Donc on lui a dit, eh ben, écoutez monsieur, si vous touchez à nos acquis, maintenant, ce sera la grève. Hein, on n'hésitera pas à se mettre devant le portail. Et comme on l'a toujours fait, pour obtenir nos acquis, eh bien, on le fera pour se défendre. Et donc, il nous a convoqué une semaine après pour nous dire que tout était suspendu. Et donc, tout le plan qu'il avait prévu, tout est suspendu. Donc, vous voyez qu'on peut faire reculer les patrons. Alors, ils n'ont pas abandonné, ils ont suspendu. Je vais choisir un deuxième exemple pour montrer que rien n'est joué. Donc une autre usine, une usine encore plus grosse que la nôtre, qui est basée dans le pôle technologique de Gerland, Biomnis, anciennement le laboratoire Mérieux. Là aussi, c'est un fonds de pension anglo-saxon qui tient ça, et pour eux, il s'agit de faire du pognon et de revendre l'usine. Donc ils avaient décidé, en 2012, de fermer le site, ni plus ni moins. Donc pareil avec les organisations syndicales avec lesquelles on discute, avec les militants des organisations syndicales avec lesquelles on discute, ils ont convoqué une assemblée générale du personnel, ils ont fait grève, ils ont débrayé, et donc on leur a proposé, eh ben, il faut quand même aller à la préfecture, hein, pour interpeller le gouvernement. Donc j'ai accompagné les camarades, une délégation du syndicat à la préfecture l'année passée. On a été reçus par la sous-préfète et on lui a dit comme ça, bon, il y a un nouveau gouvernement là maintenant, puisque Hollande venait juste d'être élu. Donc le changement c'est maintenant. Donc avec Sarkozy et les licenciements maintenant, c'est un gouvernement de gauche, donc c'est pas possible que ça se poursuive comme avec Sarkozy. Donc nous, on veut vous interpeller, le monsieur responsable du redressement productif, là, monsieur Montebourg, et que vous lui dites qu'il interdise la fermeture de l'usine, qu'il interdise les licenciements. Donc, à ce jour, donc un an après, où en est-on? Eh bien, donc la préfecture est intervenue auprès du cabinet de Montebourg. À ce jour, voilà ce qu'on a gagné. On a gagné que le bail qui devait être arrêté pour le 2014 a été renouvelé 2 ans, pour 2016. Donc, il y a la pérennité du site. Certes, il reste un plan social où il y a une 93 suppressions d'emplois sur Gerland, mais les suppressions d'emplois tombent toutes dans l'atelier où il y a des délégués avec lesquels on discute
et où il y a une majorité des syndiqués. Donc, j'aurais demandé dans quel état d'esprit êtes-vous. Ils ont dit, ben nous, malgré qu'il y a le maintien du site, nous on est prêts à se battre et on ira jusqu'au bout. Donc encore là, rien n'est joué, tout est possible. Troisième élément qui concerne directement le gouvernement. Donc le gouvernement, par une mesure honteuse, le gouvernement Hollande, héros, a décidé dans le cadre du budget 2014 de baisser l'aide, les crédits alloués à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'aide apportée à ceux qui ont que des bas salaires, qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire les pauvres, hein, en cas de recours à un avocat. Eh bien, les avocats se sont mobilisés très très massivement hier dans toute la France, et j'ai entendu qu'ils ont déclaré, ben, nous on attendait mieux du gouvernement Hollande, et là on a été trahis, ouais, voici les mots qu'ils ont employés. Et j'ai entendu que le gouvernement, Taubira, par la voie de Taubira, a décidé de repousser cette mesure qui était prévue pour 2014 à 2015. Là encore, un nouveau recul du gouvernement. Si j'ai une petite seconde, j'aimerais terminer par les municipales. À Vénissieux, vous savez que c'est dirigé par une municipalité du Parti communiste depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est un des plus gros bastions du PCF. Aujourd'hui, le Parti socialiste entend dicter sa politique à la mairie de Vénissieux et les enjoint d'accepter d'entrer dans la métropole. Hors de quoi, il n'y aura pas de liste commune au municipal. C'est ce qu'ils ont dit, puisqu'ils avaient une liste PS, PC, Lutte ouvrière, MRC, etc., très largement à gauche, comme ils disent. Aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est que le PCF a décidé de faire une liste commune avec le PS, quand même. Hein. Donc déjà, ça pose un problème. Et quel est leur objectif? Leur objectif, dans ces municipales, je terminerai là-dessus, c'est un moyen de secouer le cocotier et d'adresser un message à Hollande pour qu'il infléchisse sa politique. Alors, je ne sais pas dans quel sens il peut l'infléchir à sa politique, parce qu'infléchir, ça veut dire qu'il aille plus loin. Alors là, il va déjà beaucoup trop loin, il va très loin dans les attaques contre les travailleurs. En ce qui concerne le POI, nous, on n'est pas d'accord avec cette façon de s'adresser aux travailleurs vénissieux. Donc, on se posera le problème de discuter avec des militants du PC, du PS, des militants syndicalistes, pour qu'on s'oppose concrètement à cette politique d'accompagnement. Et je terminerai en donnant deux exemples de diffusion qu'on a réalisé, que les camarades ont réalisé à la Poste de Vénissieux et à la mairie de Vénissieux ces 2 dernières semaines, où le POI a eu un très bon accueil, hein, puisqu'à la Poste de Vénissieux, il y a une femme qui a dit oui, nous on est concernés directement par la mise en œuvre de la métropole, donnez-nous des tracts. Hein. Donnez-nous des tracts. Alors notre tract disait on s'oppose à la métropole, tout mettre en œuvre dans l'unité pour mettre en échec la métropole de Colombes. Et à la mairie de Vénissieux, c'est carrément des salariés qui sont venus offrir des croissants à nos camarades. Je vous remercie. Je pense que les éléments qui ont été donnés par les camarades sont importants parce qu'ils donnent un certain nombre d'aspects de la situation politique dans laquelle nous sommes. Et je voudrais à nouveau remercier particulièrement le camarade Iniesta de la contribution qu'il apporte à notre discussion, parce qu'à travers la question de l'Espagne, nous voyons que nous sommes dans une discussion qui n'est pas espagnole, mais qui ressemble beaucoup à notre situation. Et de ce point de vue, le Bureau national du POI, qui se tient en ce moment même, va répondre à la proposition formulée lors du meeting de Paris la semaine dernière par les camarades Pablo García Cano d'Espagne et Hans-Werner Schuster d'Allemagne, en adoptant une lettre d'invitation à destination de ceux qui ont participé à cette conférence de Tarragone, dont notre camarade Iniesta tout à l'heure soulevait le fait qu'elle représente une référence pour les militants qui ont participé.
pour organiser une large conférence ouvrière européenne afin de resserrer les liens entre tous les travailleurs et les militants qui sont engagés dans chaque pays dans un combat politique dont l'objectif commun est partout d'aider les travailleurs à réaliser le front unique des organisations de classe pour se libérer du carcan de l'Union européenne, de ses plans et de ses traités. Nous le faisons bien volontiers comme parti ouvrier indépendant car nous sommes un parti internationaliste. Mais surtout parce qu'une situation nouvelle se dessine en Europe où la résistance des travailleurs et des peuples qui s'est manifestée depuis 5 ans. Et l'exemple de l'Espagne est particulièrement révélateur de ce point de vue-là, de manière très spectaculaire, avec des manifestations massives. On pourrait citer la Grèce, on pourrait citer d'autres pays. Mais où cette mobilisation a été maintenue jusqu'à présent par les directions du mouvement ouvrier, dans un cadre acceptable, entre guillemets, pour l'Union européenne et ses traités. Dans cette situation-là, le camarade vient de l'expliquer précisément, cette situation se trouve est confrontée à un ébranlement de l'Union européenne, à un ébranlement de nombreux de ses gouvernements. Il a cité l'Espagne, mais le camarade qui était au meeting de Paris, le camarade allemand, revenait sur les élections allemandes. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire une petite parenthèse sur cette question-là. Parce que si les élections allemandes ont été présentées par les médias comme un grand succès de Merkel, et nous disons, et dans le projet de déclaration de lettre d'invitation, il est marqué que le résultat des élections allemandes montre que l'ordonnement des choses est ébranlé. L'ordonnement des choses est ébranlé. Si le triomphe, entre guillemets, de Merkel ne peut cacher que sa coalition a perdu la majorité, comme nous l'expliquions dans l'information ouvrière, la base du SPD se soulève contre la poursuite de la collaboration avec Merkel, contre la grande coalition qu'ils veulent mettre en place. La révolte, elle se développe, y compris au niveau d'État entier du SPD en Allemagne. Et donc, dans cette situation, il y a également, où il y a l'ébranlement des gouvernements, il y a également la recherche de milliers et de milliers de militants ouvriers, de cadres du mouvement ouvrier, qui visent à préserver l'indépendance des organisations ouvrières et à engager le combat contre la politique de l'Union européenne et de chaque gouvernement. Et je pense que ce qu'a dit le camarade Iniesta le montrait précisément pour l'Espagne. Mais en disant ça, évidemment, nous ne sommes pas du tout éloignés, bien au contraire, de la situation en France. Les camarades qui m'ont précédé ont fait état de la résistance, de l'exaspération qui monte dans ce pays, des instituteurs, comme l'a dit Michael, à Aubervilliers, à Paris et dans beaucoup de communes, avec les parents, contre le chaos qui est organisé par Payon et par les maires qui ont décidé de le suivre. Mais aussi chez les ouvriers qui refusent que soient détruits leurs acquis ouvriers sur l'autel de la baisse du coût du travail, ou les hospitaliers au bord de la rupture, et même sur un autre plan, les maires qui dans les communes, comme le dit le président de l'Association des maires ruraux de France, sentent que le niveau de tolérance est largement atteint. C'est ce qu'il dit dans son éditorial récemment. Et je crois que cette exaspération, c'est une exaspération commune contre la politique appliquée par ce gouvernement Hollande, qui est totalement inféodé aux patrons, aux banques et aux institutions de l'Union européenne. Je ferai une petite parenthèse, puisque dans le tract d'appel, nous avons fait un tract, un communiqué, qui mettait en exergue ce scandale, l'augmentation de 18,5% décidée conjointement, on va dire, par la majorité de droite du Conseil général du Rhône, avec l'aval du Parti socialiste, de 18% d'augmentation de la taxe foncière. Eh bien, savez-vous, actuellement, dans le budget de l'État, une mesure est présentée sur la question des prêts toxiques. Le Rhône est un département qui possède une masse considérable de prêts toxiques, c'est-à-dire des prêts qui ont été donnés sur des taux alignés sur le franc suisse, et qui, dans le cadre de la crise financière, ont explosé et qui mettent dans des situations d'étranglement des communes ou des conseils généraux qui en ont pris. Eh bien,
le gouvernement a pris une mesure parce qu'il y a un certain nombre de collectivités qui ont engagé des procès pour faire renégocier ces prêts, qui ont eu un certain succès, donc on a baissé le poids de leurs charges. Et donc le gouvernement a dit qu'il allait d'abord créer un fonds pour financer Dexia, et que si les communes ou les conseils généraux voulaient en bénéficier, il fallait qu'elles s'engagent à ne pas poursuivre la dite Dexia. Jusqu'où va l'aliénation à l'Union européenne, aux banques, alors qu'on nous dit dans ce budget qu'il faut prendre des mesures drastiques pour serrer notre ceinture, la ceinture des travailleurs et des peuples, la ceinture des communes, parce qu'il faudrait baisser les dépenses publiques et les déficits comme l'exige l'Union européenne. Et donc, camarades, dans cette situation, il y a également, comme l'ont fait État et camarades, le combat âpre qui voit des milliers et des milliers de militants syndicaux relayer cette exaspération, organiser la bataille avec les syndicats, souvent dans l'unité, pour porter les véritables revendications et parfois obtenir également des reculs, même partiels. Et je voudrais, de ce point de vue-là, aborder une question qui est centrale actuellement, qui, comme on l'a vu, rejoint la situation en Espagne, c'est celle des retraites. Ça a été abordé tout à l'heure brièvement par Lionel. Il y a cette journée de mobilisation, de manifestation du 10 septembre, à l'appel des confédérations CGT, Force ouvrière, de la FSU et de Solidaire. Beaucoup de commentateurs, il l'a dit, y compris parmi les militants les plus liés au gouvernement, ont expliqué que le 10 aurait été un semi-échec, ou un échec complet. Bon, ça va. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y avait une chronique dans l'Information ouvrière qui titrait à contrario « La journée du 10, un avertissement sérieux ». Alors, ça pouvait paraître un peu saugrenu que dans le flot de paroles sur l'échec du 10, on dise ça. Et le camarade expliquait « La journée a bel et bien été une journée pour prendre date ». Pour les directions des organisations syndicales, soucieuses de mesurer, comme toujours, les marges de manœuvre dont elles disposent, sans exclure la recherche d'aménagement possible, mais aussi pour les manifestants, désirés de vérifier sur leur propre plan, qui ne se confond pas avec celui des directions, la force qu'ils étaient en mesure de déployer à partir de prises de position communes, CGT et CGT Force ouvrière, adoptées au plan départemental, comme dans les entreprises d'administration et les localités, sur un mandat clair de refus de cette réforme, souvent concrétisée dans des motions pour le retrait pur et simple. De ce point de vue, l'avertissement est sérieux, disait-il. Et, d'un certain point de vue, si on regarde les faits, ceci confirme que l'avertissement est sérieux et que les choses avancent. Sur le contenu de la réforme, on a entendu dire, ici ou là, que ce serait une réforme contre les jeunes, qui aurait quand même des avancées sur certains points. Et je l'ai entendu cette semaine encore dans une réunion syndicale. Et je voudrais quand même, je pense qu'il faut s'arrêter 2 minutes sur cette question-là. Parce que c'est une escroquerie. C'est bien sûr une réforme contre les jeunes, mais c'est une réforme contre les vieux, mais c'est une réforme contre tout le monde. Parce que l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, qui commence pour ceux qui sont nés après 1957. Ouf, je suis né en 1957. Mais enfin, ça en fait beaucoup quand même de salariés qui sont nés après 1957. Tous sont touchés par l'allongement de la durée de cotisation. Les jeunes, bien sûr, qui, pour trouver du boulot, attendent parfois 30 ans ou plus. Bon, et encore, quand c'est un vrai boulot. Mais pour tout le monde. Et puis il y a les vieux, entre guillemets, les retraités, qui se voient ponctionner, diminuer leur rémunération parce qu'on a trouvé cette combine qui est de reporter de 6 mois l'augmentation annuelle des pensions et bien d'autres mesures également qui vont contribuer à baisser les pensions des retraités. Et il y a également, alors cette avancée formidable,
qui est la mise en place d'un compte pénibilité. Salué, quand même, par beaucoup de monde, notamment par la CFDT, mais on n'est pas très étonné, mais aussi par d'autres. Alors là, franchement, quand on regarde le détail, de qui se moque-t-on avec cette affaire-là? Il s'agit en effet d'un compte personnel qui individualiserait le droit à la retraite en triant dans la carrière de chacun les périodes dites pénibles, qui seraient comptabilisées en points, et les périodes dites non pénibles, ou pas pénibles. Bon. Chacun comprend qu'il s'agit vraiment d'un cheval de Troie pour dynamiter le système de retraite par répartition et instaurer la retraite par points, dont on sait que c'est une revendication majeure de la CFDT depuis des années, au compte de l'Union européenne et des assurances privées d'ailleurs, au passage, qui voient de bon œil la possibilité de mettre la main sur le magot des retraites. Et au passage d'ailleurs, c'est aussi un cheval de Troie pour détruire le service actif dans la fonction publique, qui était une vraie garantie collective de reconnaissance de la pénibilité au travail dans un certain nombre de catégories de métiers de la fonction publique. Et puis il y a également dans cette réforme l'engagement pris auprès du MEDEF de compenser les augmentations de cotisation vieillesse qu'il a dû subir, entre guillemets, de les compenser dans les mois qui viennent par la remise en cause du financement du salaire différé que les patrons payent pour les allocations familiales, c'est-à-dire un pactole de plus de 30 milliards en jeu. Donc, la conviction s'est forcée dans la discussion chez les travailleurs et chez les militants qu'il n'y a rien de bon dans ce projet, que tout est mauvais, qu'il continue et qu'il s'inspire et qu'il poursuit et qu'il renforce les contre-réformes mises en place par les gouvernements de droite précédents et contre lesquels, entre parenthèses, un certain nombre de ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement ou qui se font les protagonistes de cette réforme étaient venus s'insérer, rappelez-vous, dans les manifestations en 2010, prétendant être contre la réforme à l'époque de Fillon. Et donc, cette conviction s'est forgée chez les militants et les travailleurs, et sur la nécessité, donc il n'y avait rien de bon et qu'il fallait poursuivre la bataille engagée le 10 en exigeant le retrait de ce projet héros. Et force est de constater que ce que nous disions après le 10 septembre se confirme pleinement. La capacité qui est en train de se donner une large couche de militants et de cadres du mouvement ouvrier, qui constitue la charpente, que constitue la charpente des deux principales confédérations FO et CGT, de se rassembler dans l'unité pour la défense des conquêtes face à ce gouvernement et au diktat de l'Union européenne, eh bien, est en train effectivement de se renforcer. Et je voudrais attirer l'attention sur ce qui est en train de se dessiner depuis quelques semaines dans les organisations ouvrières. Bien sûr, le POI est attaché fermement à l'indépendance réciproque des partis et des syndicats, donc nous n'allons pas nous mêler comme parti d'intervenir dans les instances des organisations syndicales. Nous sommes attentifs à ce qui se passe. Évidemment, nous sommes tous sauf étrangers à ce qui se passe dans les organisations de la classe ouvrière. Et peut-être certains camarades se rappellent cet article fielleux des Échos qui expliquait, à la suite du Conseil confédéral national de FO renonce à une nouvelle manifestation et ajoutait « Ce n'est pas Thierry Lepont qui s'en plaindra ». Force est de constater que Madame Cormarmont, j'ai oublié la particule, prenait visiblement ses désirs pour des réalités. En effet, que s'est-il passé dans le mouvement ouvrier? Le comité confédéral national, c'est le vrai mot, de FO s'est prononcé, comme vous le savez sans doute, je pense que l'information ouvrière en a rendu compte, pour le retrait, et a décidé de convoquer une manifestation nationale devant l'Assemblée nationale contre cette contre-réforme au moment du vote. Cette date a été fixée le 15. Les organisations régionales d'Île-de-France, de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU, de Solidaire, ont lancé un appel refus de la contre-réforme des retraites, tous ensemble dans l'unité, les 10 et 15 octobre. La CE confédérale de la CGT
appelle ces organisations à prendre toutes les dispositions d'impulsion nécessaires à la réussite de ces journées de mobilisation et de son caractère unitaire avec arrêt de travail et manifestation. La FSU demande l'abandon du projet gouvernemental et s'associe à ces mobilisations. Les prises de position se multiplient. Un certain nombre de fédérations syndicales, forces ouvrières de la chimie, des services publics, se sont prononcées pour le retrait de la réforme. À Lyon, des camarades m'indiquent que ce sont déjà 150 militants qui sont inscrits pour monter à la rassemblement à Paris. Et je viens de recevoir, par exemple, un appel de la CGT, de l'UD-CGT, de l'UD-FO et de la FSU d'Eure-et-Loire, qui expliquent tous ensemble dans l'unité pour exiger le retrait de la contre-réforme des retraites. Jeudi 10 octobre, rassemblement devant la préfecture. Mercredi 15, tous à l'Assemblée nationale, et qui fait la liste des bus en mettant les 3 téléphones des 3 syndicats pour prendre contact et organiser la montée. Est-ce que cette situation est une situation naturelle, habituelle? Est-ce qu'il est habituel que le comité confédéral de FO lance un appel à une manifestation et dise « on est prêt à discuter avec les autres organisations syndicales pour qu'elles s'y associent ». Est-ce qu'il est habituel que la commission exécutive de la CGT dise « on s'associe et on appelle à réussir l'unité autour du 15 ». Je pense que tout le monde conviendra que ce n'est pas habituel. Et c'est le signe que, semaine après semaine, les forces se rassemblent, de militants syndicaux, de responsables, qui renforcent les liens de combat pour lever les obstacles à l'unité pour gagner sur les revendications. Bien sûr, rien n'est réglé. Bien sûr, les militants vont sans doute œuvrer dans les entreprises, dans les unions locales, dans les départements, pour que ces appels prennent corps, hein, qu'ils montent d'en bas comme ça a été avant le 10, encore plus fort. Mais il y a quand même une situation qui n'est pas habituelle. Et de ce point de vue-là, ce qu'a dit le camarade espagnol, ce qu'on des fois nous disons entre nous, c'est-à-dire qu'il y a une situation d'entre-deux, eh bien, les choses sont en train d'évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire une situation d'entre-deux? Oui, ça veut dire que le gouvernement, l'Union européenne n'ont pas renoncé à porter des coups, et qu'ils continuent à porter des coups les plus durs. La description que fait le camarade espagnol de la situation où les enfants ont faim dans les cantines scolaires, où les malades ne peuvent plus se soigner, montre que, oui, il y a des coups sérieux qui sont portés. Et en France, nous n'en sommes pas tout à fait là, voire. Mais il y a aussi ce qu'il expliquait sur ce qu'a expliqué Salah, ce que d'autres camarades ont expliqué sur le fait que les gouvernements ont bien du mal, ils sont fragiles, et que, eh bien, les plans, ils n'arrivent pas toujours à les passer actuellement. Et que, donc, il y a une crise à tous les niveaux des gouvernements, des institutions. Et qu'il y a aussi la classe ouvrière, on est dans un moment où aussi la classe ouvrière a commencé à rassembler ses forces autour des militants qui sont l'ossature de ses principales organisations de classe, et en particulier les confédérations. Et il y a cette situation contradictoire. Et je vous invite, tout à l'heure, Mickaël a fait état de la mobilisation à Aubervilliers. Je vous invite à aller sur le site du POI. Il y a un reportage de 17 minutes sur la mobilisation de jeudi des parents et des enseignants d'Aubervilliers devant la mairie, étant la mairie. C'est très significatif, parce que vous avez la hargne, la colère qu'expriment les enseignants, les parents. C'est pas possible qu'on laisse nos enfants dans cette situation. Qui dit c'est pas possible qu'un carton d'élu passe sur le dos des enfants de l'intérêt de l'école et des familles. Et qu'il exprime, et dont les délégués syndicaux l'expriment. Et puis il y a aussi les images qui montrent dans le rassemblement, les 150 personnes qui ont pu rentrer dans la mairie, qui font face au maire et à son équipe. Et qui les uns après les autres interpellent la mairie. Voilà la situation. On vous l'avait dit, vous ne nous avez pas écoutés. Alors maintenant, il faut suspendre. Il faut arrêter les dégâts. Est-ce que vous allez attendre qu'il y ait des blessés, que des enfants et des accidents?
Et ils sont ovationnés quand ils disent ça. Et vous avez en face le maire et son équipe qui sont blancs, mais qui interviennent et qui défendent la réforme. Et qui ne lâchent pas sur la réforme. On a là la situation qui est entre deux. Mais jusqu'à quand pourront-ils tenir? Jusqu'à quand Sébastien Sire pourra-t-il continuer à défendre le gouvernement en disant ce n'est pas la question de la suspension qui est en jeu de la réforme, c'est la question d'aménagement dans les comités de suivi, sachant qu'il se heurte ainsi à ses propres militants. Le camarade a parlé de Paris, où le SNUPP mène la bataille avec les autres organisations. À Toulouse, le SNUPP, avec d'autres syndicats, appelle à l'inspection académique pour dire ça suffit, abrogation du décret mercredi prochain. Et les prises de position se multiplient. Alors jusqu'à quand? Effectivement, dans cette situation, les choses ne peuvent pas en rester là. Et nous sommes dans une situation effectivement où nul ne le sait à quel moment, nul ne sait quelle sera l'étincelle qui déclenchera les choses, mais les choses n'en resteront pas là, et inévitablement, nous aurons dans les mois qui viennent de grands combats de classe qui vont s'ouvrir, parce qu'effectivement, c'est la vie des gens qui est en jeu, c'est l'avenir des jeunes, c'est l'avenir des enfants. Et nous estimons, nous, comme POI, qu'il n'y a rien de plus urgent que de préparer cette situation-là et de s'y préparer. Et de ce point de vue-là, je voudrais attirer l'attention sur une initiative qui n'est pas une initiative du Parti ouvrier indépendant, qui est une initiative de militants syndicaux qui avait été à l'origine de l'appel des 160, vous rappelez-vous, il y a eu déjà, je crois, 2 conférences pour l'indépendance du mouvement ouvrier contre les dictats de la Troïka. Les initiateurs de cette conférence ont décidé, de cette initiative, ont décidé d'appeler à une conférence de militants qui aura lieu le 30 novembre. Cette conférence, comme je le disais, n'est pas une conférence du POI. Mais évidemment, nous avons un point de vue, comme POI. Le fait que dans cette situation, 1000 délégués de la CGT, de Force ouvrière et d'autres organisations participent à cette conférence, c'est aider à ce que les conditions d'une issue positive pour les travailleurs se dégagent, à ce que les obstacles à leur mouvement pour balayer la politique de l'Union européenne et de chacun des gouvernements soient surmontés. Et aussi, nous appelons les camarades à préparer ensemble cette conférence, en commençant par signer l'appel qui reprend l'appel de Tarragone, parce que les problèmes ne sont pas différents en Espagne, en Allemagne ou en France, qui se trouve que montre notre camarade, qui se trouve à la table à la sortie. Donc, de le signer, de multiplier les discussions avec les militants, qui nécessairement n'ont pas les mêmes expériences que nous, mais qui, avec nous, sont prêts à renforcer ce mouvement que je décrivais tout à l'heure, qui se développe actuellement dans les organisations. C'est ainsi, à travers la conférence du 30 novembre, que nous préparerons, en assumant nos responsabilités, la conférence européenne, où nous rejoindrons à ce moment-là des militants qui mènent le même combat dans des circonstances différentes, avec des traditions différentes, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, des militants qui sont au cœur des processus de résistance et de combat de la classe ouvrière pour se dégager du consensus, du pacte social, comme le disait le camarade. Eh bien, nous rassemblerons ces militants à une échelle que nous n'avons jamais réalisée, dans une situation où ce qui est à l'œuvre, effectivement, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de 30 années où l'Union européenne a détruit les pays, détruit les services publics, détruit la souveraineté des pays. Où elle continue, elle entend continuer à la poursuivre, cette politique. Mais en même temps, où elle est touchée d'une crise profonde. Vous pourrez faire la liste de chacun des gouvernements et voir la fragilité qui est la leur. Donc nous appelons à préparer cette conférence. Mais sur un autre plan, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, il y a
le soulèvement actuel chez les maires, chez les élus, qui n'acceptent pas que sous couvert d'intercommunalité forcée, sous couvert de métropole, sous couvert d'acte 3 de la décentralisation, c'est pas possible qu'on laisse nos enfants dans cette situation. Qui dit c'est pas possible qu'un carton d'élus passe sur le dos des enfants de l'intérêt de l'école et des familles, et qui l'exprime, et dont les délégués syndicaux l'expriment. Et puis il y a aussi les images qui montrent dans le rassemblement, les 150 personnes qui ont pu rentrer dans la mairie, qui font face au maire et à son équipe, et qui les uns après les autres interpellent la mairie. Voilà la situation. On vous l'avait dit, vous ne nous avez pas écoutés. Alors maintenant, il faut suspendre. Il faut arrêter les dégâts. Est-ce que vous allez attendre qu'il y ait des blessés, que des enfants et des accidents? Et ils sont ovationnés quand ils disent ça. Et vous avez en face le maire et son équipe qui sont blancs, mais qui interviennent et qui défendent la réforme. Et qui ne lâchent pas sur la réforme. On a là la situation qui est entre deux. Mais jusqu'à quand pourront-ils tenir? Jusqu'à quand Sébastien Cyr pourra-t-il continuer à défendre le gouvernement en disant ce n'est pas la question de la suspension qui est en jeu de la réforme, c'est la question d'aménagement dans les comités de suivi, sachant qu'il se heurte ainsi à ses propres militants. Le camarade a parlé de Paris, le SNUIPP mène la bataille avec les autres organisations. À Toulouse, le SNUIPP, avec d'autres syndicats, appelle à l'inspection académique pour dire ça suffit, abrogation du décret mercredi prochain. Et les prises de position se multiplient. Alors jusqu'à quand? Effectivement, dans cette situation, les choses ne peuvent pas en rester là. Et nous sommes dans une situation effectivement où nul ne le sait à quel moment, nul ne sait quelle sera l'étincelle qui déclenchera les choses, mais les choses n'en resteront pas là, et inévitablement, nous aurons dans les mois qui viennent de grands combats de classe qui vont s'ouvrir, parce qu'effectivement, c'est la vie des gens qui est en jeu, c'est l'avenir des jeunes, c'est l'avenir des enfants. Et nous estimons, nous, comme POI, qu'il n'y a rien de plus urgent que de préparer cette situation-là et de s'y préparer. Et de ce point de vue-là, je voudrais attirer l'attention sur une initiative qui n'est pas une initiative du Parti ouvrier indépendant, qui est une initiative de militants syndicaux qui avait été à l'origine de l'appel des 160, vous rappelez-vous, il y a eu déjà, je crois, 2 conférences pour l'indépendance du mouvement ouvrier contre les dictats de la Troïka. Les initiateurs de cette conférence ont décidé, de cette initiative, ont décidé d'appeler à une conférence de militants qui aura lieu le 30 novembre. Cette conférence, comme je le disais, n'est pas une conférence du POI. Mais évidemment, nous avons un point de vue, comme POI. Le fait que dans cette situation, 1000 délégués de la CGT, de Force ouvrière et d'autres organisations participent à cette conférence, c'est aider à ce que les conditions d'une issue positive pour les travailleurs se dégagent, à ce que les obstacles à leur mouvement pour balayer la politique de l'Union européenne et de chacun des gouvernements soient surmontés. Et aussi, nous appelons les camarades à préparer ensemble cette conférence, en commençant par signer l'appel qui reprend l'appel de Tarragone, parce que les problèmes ne sont pas différents en Espagne, en Allemagne ou en France, qui se trouve que montre notre camarade, qui se trouve à la table à la sortie. Donc, de le signer, de multiplier les discussions avec les militants, qui nécessairement n'ont pas les mêmes expériences que nous, mais qui, avec nous, sont prêts à renforcer ce mouvement que je décrivais tout à l'heure, qui se développe actuellement dans les organisations. C'est ainsi, à travers la conférence du 30 novembre, que nous préparerons, en assumant nos responsabilités, la conférence européenne, où nous rejoindrons à ce moment-là des militants qui mènent le même combat dans des circonstances différentes, avec des traditions différentes, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, des militants qui sont au cœur des processus
de résistance et de combat de la classe ouvrière pour se dégager du consensus, du pacte social, comme le disait le camarade, eh bien nous rassemblerons ces militants à une échelle que nous n'avons jamais réalisée. Dans une situation où ce qui est à l'œuvre, effectivement, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de 30 années où l'Union européenne a détruit les pays, détruit les services publics, détruit la souveraineté des pays. Où elle continue, elle entend continuer à poursuivre cette politique. Mais en même temps où elle est touchée d'une crise profonde. On pourrait faire la liste de chacun des gouvernements et voir la fragilité qui est la leur. Donc nous appelons à préparer cette conférence. Mais sur un autre plan, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, il y a le soulèvement actuel chez les maires, chez les élus, qui n'acceptent pas que sous couvert d'intercommunalité forcée, sous couvert de métropole, sous couvert d'acte 3 de la décentralisation, généraliser le chaos qu'ils sont en train d'organiser avec les rythmes scolaires, qui est la forme scolaire de la décentralisation. Et qui donc, comme le dit le maire, le président de l'association des maires ruraux, estime que le seuil de tolérance est atteint. Et dans une réunion, il disait « la ligne rouge est franchie ». Alors, si les maires disent que la ligne rouge est franchie, s'ils disent « préparons nos écharpes pour sortir dans les rues », c'est que la situation, effectivement, elle est bien celle où l'entre-deux est en train d'arriver à son terme. Et où donc, l'initiative que vous avez vue de maires et de conseillers généraux de la région de Roanne, qui combattent depuis des mois contre l'intercommunalité forcée, la communauté d'agglomération dans laquelle on veut les enfermer, celle de Roanne, qui combattent majoritairement, qui ont démissionné, qui ont été réélus par les électeurs sur des chiffres de participation qui feraient rêver n'importe quel député, et avec des résultats qui sont des plébiscites. Qui est un appel lancé par des maires et des élus de Marseille, de l'agglomération de Marseille, qui, je crois qu'ils sont 109 sur 116, quelque chose comme ça, bon, je ne garantis pas les... 109 sur 112 maires du département des Bouches-du-Rhône à être opposés à la métropole de Marseille. Et il y a évidemment les élus du POI, dont Gérard Chivardi, dont vous avez vu qu'il se bat, il continue à se battre maintenant contre la décision du préfet de l'Aude, de passer par-dessus la décision du conseil municipal de Mayac, le vote à 90%, je crois, de la population de Mayotte dans un référendum, contre la décision majoritaire des élus de la communauté d'agglomération de Narbonne qui se sont prononcés contre l'intégration de Mayac et qui, sous les ordres du gouvernement, viennent décider que quand même Mayac sera intégré. Et bien ces élus ont demandé audience au président de la République pour dire que ça suffit. La libre administration des communes est un principe de base de la démocratie et de la République dans ce pays. La souveraineté des communes doit être rétablie et qui aujourd'hui rassemble plus de 850 maires et élus de toutes tendances autour de cette demande. Et je pense que nous aurons aussi à cœur de faire circuler cet appel auprès des élus et des maires que nous pouvons connaître pour élargir, dans les semaines qui nous séparent encore de cette délégation, le nombre d'élus qui soutiendront cet appel. Et donc, pour terminer, je voudrais appeler les camarades à multiplier les discussions sur ces questions-là. À les multiplier aujourd'hui aussi pour construire un parti. Pour construire un parti qui soit totalement indépendant de la politique du gouvernement Hollande. Je n'ai rien contre la Hollande. Qui soit totalement indépendant de la politique de l'Union européenne. Qui soit totalement indépendant et qui refuse les dictats de la Troïka et du FMI. Parce que, effectivement, la question va se poser. Peut-il y avoir une issue sur le terrain d'un compromis avec la politique du gouvernement Hollande et les mesures réactionnaires qu'il prend
jour après jour? Peut-il y avoir un compromis avec la politique de l'Union européenne, un consensus, un pacte social? Je crois que chacun ici conviendra que cela n'est pas possible. Et donc de ce point de vue-là, Salah a parlé des municipales, nous ne serons pas de ceux qui, au premier ou au deuxième tour, feront liste commune avec ceux qui soutiendraient d'une façon ou d'une autre la politique de ce gouvernement. Et donc, je crois qu'il s'agit aujourd'hui effectivement de construire avec le parti qui est l'instrument pour aider la classe ouvrière à balayer le vieux monde des institutions réactionnaires de la Ve République, le vieux monde de l'Union européenne, de l'euro, celui des mesures réactionnaires du gouvernement Hollande, pour effectivement ouvrir la voie à la souveraineté populaire, à l'Assemblée constituante. Alors, oui, à bas l'Union européenne et vive l'Union libre des peuples et des nations libres d'Europe. Merci. Debout les forçats de la faim, la raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin, du passé faisons table rase, fous l'esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte.